Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Algeria Watch. La situation en France est de plus en plus tendue. Le discours raciste généralisé est inquiétant pour les minorités qui deviennent des cibles réelles. Cette situation survient dans un contexte mondial qui semble préfigurer une déflagration généralisée. Pour discuter de tous ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Houria Boutelja, militante décoloniale et auteure. Alors, bienvenue Houria à Algeria Watch. Bonjour à tous. Euh, alors, on va commencer avec, si tu veux bien, la situation en France. On constate en France une banalisation du discours raciste et même fasciste et qui touche la quasi-totalité du spectre politique et médiatique, à de très rares exceptions. Alors, comment expliquer cette situation, cette évolution? Alors, je dirais que d'un point de vue, je ne sais pas comment on veut dire, philosophique, métaphysique, que d'une certaine manière, le mal qui a été fait au monde revient comme un boomerang. Ça, c'est vraiment le point de vue général. L'Occident, la France fait partie de l'Occident, les États capitalistes avancés, dont la France, qui sont des grandes premières puissances coloniales, ont répandu le crime, l'exploitation et ont imposé le système capitaliste, qui est un système d'exploitation, mais qui est aussi un système qui amène avec lui la mort, l'ont imposé au monde. Eh bien, je pense que ce monde-là ne peut plus se sortir indemne de son Frankenstein, en quelque sorte, et qu'il lui revient comme un boomerang, ni plus ni moins. Ça, c'est même pas moi qui le dis, Césaire le disait déjà. Jusqu'ici, on a tué des Africains, jusqu'ici, on a tué des Asiatiques, jusqu'ici, on a tué les autochtones, on les a massacrés, on les a génocidés. Eh bien, là, on voit bien on arrive au bout d'une logique qui s'essouffle complètement après le fait qu'on ait également, parce qu'il ne s'agit pas simplement que des crimes contre les humains, il s'agit aussi d'un crime de génocide, pardon, d'écocide contre la planète. Eh bien, à un moment donné, ce mal, il se répand partout et il revient à la case départ. Et donc, la France, qui est un des pays qui a été à l'origine de l'expansion coloniale, eh bien, va devoir affronter ces démons. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Nous sommes en train d'affronter nos démons. Et ce démon, on peut l'appeler fascisme, mais je veux dire, pour moi, le mot colonialisme se suffit à lui-même. On n'a pas besoin non plus de sortir forcément les grands mots, comme si le colonialisme en lui-même ne suffisait pas à décrire la situation, puisqu'on on est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est quand même une manière complètement décomplexée de vouloir, pour maintenir son hégémonie, recoloniser le monde. Et s'il faut pour cela coloniser le Groenland, qui, entre guillemets, appartiendrait à l'Europe, eh bien, les impérialistes qui sont aux abois, parce qu'ils ne sont plus seuls, parce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué leurs propres concurrents, d'une certaine manière, la Chine, la Russie, peu importe, hein, l'Inde, euh, que je ne considère pas comme meilleurs sur le plan économique, c'est pas la question, hein, ni quoi que ce soit, mais ils ont, d'une certaine manière, produit leurs propres altérités, mais concurrentielles. Donc aujourd'hui, en fait, le gâteau se rétrécit, il est plus petit, mais les gourmandises sont plus fortes. Donc voilà. Eh bien si on est devant une guerre entre grands capitalistes, dont certains ne veulent pas lâcher le morceau. Voilà. Et la France, dans ce contexte, c'est un second couteau, si j'ose dire. Mais c'est quand même une puissance, mais qui rechigne à dépérir. En tout cas, qui rechigne à, euh, à, à perdre son rang, d'une certaine manière, d'où sa grande nostalgie de l'époque coloniale. La France se sent déclassée.
la France est déclassée, mais les États-Unis aussi sont déclassés. Simplement, la France, qui est une plus petite puissance, est plus vite déclassée que les États-Unis, mais on voit bien que les États-Unis aussi sont déclassés. Mhm. En fait, c'est l'ensemble du monde occidental qui est déclassé. Et quand les États occidentaux sont déclassés, vivent ce déclassement, eh bien, la blanchité elle-même perd de sa valeur. Et Mhm. donc là, c'est les peuples européens qui, parce que adossés à leur, disons, à l'histoire et au présent dominateur de leurs États, ont bénéficié d'une certaine manière de cette domination, eh bien, quand ces États et cette puissance refluent, eh ben, la blanchité reflue en même temps. Et quand elle reflue, malheureusement, je veux dire, à la fois, il faut s'en féliciter parce qu'il faut que la blanchité reflue, et en même temps, ce moment de reflux, c'est un des moments les plus dangereux qu'on puisse vivre dans l'histoire. Tout à fait, tout à fait. Alors, je reviens en France. Et comment penses-tu que les communautés stigmatisées, que sont bien sûr entre autres les Noirs et les Maghrébins, vivent cette atmosphère? Comment ils vivent cette atmosphère très très lourde en France? Ils la vivent mal, nous la vivons mal. Mhm. Il peut pas en être autrement. Bon, on la vit mal. Maintenant, il faut aussi avoir un regard critique vis-à-vis de nous-mêmes, parce que nous sommes nous-mêmes des êtres très ambivalents. Nous ne sommes plus des damnés de la Terre. Nous vivons dans le Nord global, et à ce titre, on ne peut pas prétendre être des damnés de la Terre. Nous ne vivons pas sous l'impérialisme, mais nous vivons à l'intérieur de l'impérialisme, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières de l'impérialisme occidental. Donc, nous ne sommes pas des victimes absolument directes, enfin, du moins, on n'est pas des victimes de la part la plus féroce de l'impérialisme, mais on est victime du racisme structurel. C'est comme Mhm. ça qu'on est. C'est de cette manière-là qu'on est traité sous le régime du racisme structurel. Et en même temps, on n'est pas tout à fait des blancs, puisqu'en fait, on nous refuse d'une certaine manière cette dignité, ce qui, au fond, n'est pas plus mal. Mais ça veut dire aussi qu'on est discriminé, méprisé à l'intérieur des États-nations européens. Et là où je voulais attirer votre attention, c'est sur le fait que on a des ambivalences. Aujourd'hui, on est un peu démunis face à ce qui nous arrive parce que je crois que l'idéologie intégrationniste qui nous a habité longtemps nous a fait perdre du temps. Mhm. Nous serions plus forts aujourd'hui face à ce qui nous arrive si nous avions été lucides plus tôt et si nous n'avions pas été empêchés par cette ambition intégrationniste, c'est-à-dire devenir des citoyens de ce pays. Et à ce titre, il me semble qu'on a notre propre responsabilité dans ce qui nous arrive. Euh, je fais partie de ceux, les décoloniaux, qui ont suscité aussi du mépris de la part des autres non-blancs, des autres indigènes, parce que nous étions trop radicaux, parce qu'on a mis les mots sur le système dans lequel nous vivions. Nous avons, disons, réfléchi et imposé la grille de lecture décoloniale, mais à quel prix? Au prix d'avoir comme premiers ennemis, d'une certaine manière, les nôtres, qui étaient contrariés, d'une certaine manière, par leur projet d'intégration dans la société française, et qui ne voulaient pas voir finalement la réalité de, du système féroce auquel nous participions. Voilà. Donc, moi, je dis que nous avons perdu du temps. Nous aurions été plus forts et plus armés si nous n'avions pas eu la faiblesse de croire qu'il fallait s'intégrer. Mhm. Nous aurions dû avoir, par rapport à d'où nous venions, parce que c'est très important de se dire que nous venons des indépendances africaines. Nous venons de la guerre d'Algérie, entre autres, mais pas que. Euh, on aurait dû mieux connaître, en tout cas, on aurait dû être mieux disposé à comprendre l'ennemi qui était le nôtre. Et on Mhm. s'est laissé aller d'une certaine manière. On a été angélique. On a été angélique. On a cru que bon, ben, nos pays ont été décolonisés. Bon, ben, il n'y avait plus un combat sur la citoyenneté à mener. Or, non, 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 non.
Il fallait continuer le combat anticolonial, anti-impérialiste, parce que nous le savons tous, nos pays d'origine sont très très loin d'être des pays souverains au sens plein du terme, souverains d'un point de vue économique, politique, idéologique, culturel. On est toujours dans les mailles de la grande bête coloniale, capitaliste, impérialiste. Nos pays font partie du maillon des grandes, enfin du système international. Personne n'y échappe. Et voilà, je dis juste que, évidemment, nous sommes victimes du racisme. Évidemment que la situation qu'on est en train de vivre est très, très, très préoccupante. Mais en même temps, je regrette vraiment qu'on n'ait pas été plus clairvoyant, massivement, je veux dire. Mhm. Mais justement, ça m'amène à la... Maintenant que ce constat est fait depuis déjà quelques années, est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de mobilisation plus forte euh, dans les prochaines années ou rapidement? Euh, Est-ce qu'il y a des alliances possibles? Je fais référence à ton livre les bofs et les barbares. Euh, et et j'en veux pour exemple, tu sais, il y a eu un texte du QG décolonial sur un appel pour soutenir la France insoumise pour les élections municipales qui ont lieu le 15 et le 22 novembre. Oui, c'est ça en ce moment. Alors c'est ça, c'est que quels sont les moyens de mobiliser, tu vois, je sais, ces trois thèmes en même temps, quels sont les moyens de mobiliser maintenant que le constat est fait, de l'impossibilité, entre guillemets, de l'intégration et les alliances possibles et cette histoire de ce texte pour le soutien de la France insoumise. Alors, c'est bien que tu évoques ce texte parce que nous soutenons l'AFI avec toutes les limites qui sont les siennes, précisément pour préparer l'avenir. Comme je le répète, je pense que on aurait pu être plus mobilisé par le passé. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas été mobilisé, attention, hein. Il y a eu des luttes en continu, toujours. Moi, je dis juste que nous sommes des millions en France, des millions et qu'il y a un grand écart entre ceux qui se mobilisent et qui sont constants dans la mobilisation et la masse des gens qui ne sont pas, qui ne sont pas investis et qui vont à peine voter. Voilà. Ou alors, lorsqu'elles se bougent, c'est juste pour aller voter, ce qui est vraiment l'acte politique le minimaliste, celui qui engage le moins. Et je dirais presque le moins important, d'une certaine manière. Donc, je disais, comme nous-mêmes, nous sommes confrontés à cette réalité qui est que on n'a pas été suffisamment mobilisés par le passé, nous en payons les conséquences. C'est-à-dire, eh bien que lui, l'État, ce que moi j'appelle l'État racial intégral, lui s'est renforcé pendant de longues années. Il s'est renforcé, et plus il se renforce, plus il diminue nos capacités à nous mobiliser, puisque justement, il est plus répressif. Donc, c'est difficile aujourd'hui de se mobiliser. Il n'y a qu'à voir, par exemple, Gaza. Gaza 2009 que j'ai vécu, Gaza 2014 que j'ai vécu, nous étions massifs dans les rues parce que les imams et les mosquées étaient relativement indépendants. Relativement. En tout cas, ils avaient plus de liberté. Mais depuis, l'État répressif, lui, il s'est renforcé et aujourd'hui, les imams n'ont plus le droit quasiment de remuer une oreille. Donc, la mobilisation, elle est beaucoup plus faible. Et quand on ajoute à ça le fait que les mobilisations pour Gaza, les dernières depuis le 7 octobre, elles ont été fortement réprimées, eh bien, ça donne une rue maghrébine, arabe, musulmane qui n'est pas très présente dans la rue. Elle existe, elle est présente. Et quand elle est présente, c'est surtout elle d'ailleurs. Mais on est loin d'attendre les masses critiques qui seraient utiles précisément pour pouvoir assurer disons, notre protection politique. Par conséquent,
nous avons besoin d'une gauche de rupture qui soit la plus forte possible. Puisque si elle-même recule alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment forts politiquement, eh bien là, c'est l'échec assuré. Donc nous, le rapport à l'AFI, nous le considérons d'un point de vue d'abord stratégique. Il s'agit d'avoir ça et là des appuis qui permettent justement une résistance dans le futur. Donc là, c'est ça que nous sommes en train de faire, d'autant que cette gauche de rupture, c'est pour ça qu'on l'appelle la gauche de rupture, c'est pas tellement parce qu'elle est simplement anticapitaliste, c'est pas ça. C'est qu'elle a brisé trois consensus. Le consensus islamophobe, le consensus sioniste et le impérialiste également, et le consensus policier. Quand une gauche brise ces trois consensus, nous sommes mal placés, nous, même si on est des décoloniaux et même si on est plus radicaux que cette gauche-là, on est mal placés pour avoir des caprices de marquise, comme on dit dans le texte. Pour faire la Euh, fine bouche. comment? Pour faire la fine bouche. On ne peut plus faire la fine bouche, précisément, si on met sur la table les rapports de force existants. Donc voilà, effectivement, pour nous, cette gauche qui a été capable de réaliser la rupture de ces trois consensus, pour nous, c'est vraiment très important. Je veux dire, il ne faut pas le prendre à la légère, parce que précisément, c'est parce qu'elle a rompu sur la base de ces trois consensus qu'elle est en train, l'air de rien, de briser le pacte racial. Progressivement. Je ne dis pas du tout qu'elle le brise réellement, attention. Hein. Je dis qu'elle va dans le sens de la rupture du pacte racial. Et ça, d'un point de vue décolonial, c'est ce qu'on appelle ça, c'est priceless. Ça aussi, il faut savoir mesurer, estimer la valeur de ces actes-là. Donc voilà, nous pour l'instant, on en est là. On en est là. On soutient l'AFI, donc on attend les résultats de ce soir en espérant qu'ils soient les meilleurs possibles. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, là, moi je pense que de toute façon, l'AFI avance dans le débat public malgré toutes les attaques. D'ailleurs, les attaques en elles-mêmes montrent à quel point cette gauche-là, elle devient même dangereuse pour le système. Donc voilà, nous on en est là et ça ne veut pas dire que demain, il ne faudra pas repenser des formes d'autonomie, même vis-à-vis de cette gauche de rupture, parce que ce n'est pas parce qu'elle est de rupture qu'elle est décoloniale. Mmh. Ouais. Mais je te posais la question aussi sur, ton concept de l'alliance entre barbare et bof. C'est Oui. sur comment est-ce que tu peux développer un peu ce concept? L'alliance des Beaufs et des barbares? Oui. D'abord, je ne dirais pas que c'est un concept, je dis que c'est un horizon stratégique. Mhm. Et en fait, bah, l'idée, elle est simple. Les prolétaires blancs et les prolétaires indigènes sont des prolétaires. Bon. Et en fait, ils sont séparés par la barrière de race et par le pacte racial qui unit le prolétariat blanc avec sa bourgeoisie. Et qui nous exclut, nous, du pacte racial, évidemment, puisque nous en sommes les victimes. Et donc là, l'idée, c'est quel est l'horizon stratégique pour l'ensemble des classes laborieuses de ce pays face à la bourgeoisie? Eh bien, l'horizon stratégique, c'est que la rupture du pacte racial se fasse et que les beaufs, donc le prolétariat blanc, acceptent de rompre le pacte racial. Alors, ce n'est pas une mince affaire, puisque personne ne souhaite abandonner ses privilèges. Ça n'existe pas. Le fait est que, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la blanchité est en reflux et que les prolétaires blancs eux-mêmes vont être victimes de la trahison de leur bourgeoisie vis-à-vis de ce pacte racial. Parce que ce pacte racial, c'est un salaire d'une certaine manière. C'est un salaire à la fois matériel et à la fois moral. Mais comme le pouvoir des capitalistes français reflue, bah, le salaire de la blanchité, il va baisser. Donc là, on est devant, on est dans un carrefour, si vous voulez. Il y a deux possibilités qui s'offrent au prolétariat blanc. C'est soit le fascisme, qui lui promet un espèce de salaire blanc ad vitam aeternam, ou bien une issue révolutionnaire pour tout le monde.
contre la bourgeoisie. C'est ça, c'est l'endroit où on est. Alors moi, évidemment, même si j'ai écrit un livre qui s'appelle Vers une politique de l'amour révolutionnaire, je dis toujours que l'amour révolutionnaire n'est pas une romance et que je ne crois pas du tout que le prolétariat blanc va accepter comme ça de converger avec nous. Ça n'a pas de Mhm. sens. Et donc, le pari du nous entre beauf et barbare, c'est pas du tout une farandole. C'est pas on se prend par la main et on fait une farandole autour de la France. C'est pas ça non plus. Je ne crois pas qu'il va y avoir dans la rue comme ça une espèce de convergence qui se fera de manière abstraite ou parce que les gens auront tout d'un coup vu la lumière ou auront eu tout d'un coup une nouvelle conscience de classe et antiraciste qui ferait que ils auront compris le problème du pacte racial. Non. Moi, je pense qu'il faut saisir et identifier les intérêts des uns et des autres, et que c'est sur la base de ces intérêts qu'on pourra converger. Et il me semble que, précisément, il y a déjà une forme d'alliance beauf-barbare à travers la synthèse qu'a fait l'AFI. Lorsque l'AFI brise le consensus racial, comme je viens de le dire, mais qu'en même temps, elle ne perd pas sa base blanche parce qu'elle lui promet euh, plus de justice sociale et qu'elle arrive à tenir les deux bouts, on est objectivement déjà dans une alliance des beaufs et des barbares. Mhm. Le fait est que la France insoumise ne réussit pas pour l'instant à faire le plein et des beaufs et des barbares, puisque c'est dans ces deux catégories qu'il y a à la fois le plus d'abstention, ça c'est le cas des deux Mhm. catégories, mais j'ajoute que c'est dans la catégorie des beaufs qu'on trouve aussi beaucoup de gens qui sont attirés vers l'offre d'extrême droite. Donc, disons qu'on est pour l'instant à mi-chemin. Mhm. Voilà. Mhm. Mais il faut déjà comprendre que c'est déjà une alliance des beaufs et des barbares. On est déjà dedans. On est déjà dedans. Ouais. Sinon, la FI n'existerait pas. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh, J'ajouterais une question aussi sur vraiment la polarisation dans le discours politique et médiatique qui est très, très, très forte en France quand on entend les médias français, les propos politiques, c'est vraiment très, très dur. Est-ce que ça laisse pas prédire, enfin, ce que je vois moi, ça laisse prédire un risque carrément de guerre civile, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, pour qu'il y ait guerre civile, il faudrait que les partis soient armés. Mm. Les indigènes ne sont pas armés déjà. Euh, et je dirais que la majorité des Blancs ne sont pas armés non plus. En revanche, l'État, lui, il l'est. C'est l'État qui l'est. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut signifier une guerre civile en France, si ce n'est la répression accrue contre, disons, les indigènes de manière générale, et puis la frange la plus révolutionnaire des Blancs, c'est-à-dire la gauche, c'est-à-dire les Mm. syndicats. Moi, je vois plus une recrudescence, un renforcement de la répression de l'État plutôt qu'une guerre civile. Ce qu'il peut Mm. y avoir sont des crimes, évidemment individuels, bien sûr, d'extrême droite. Ça va de Mm. soi. Ça va peut sûrement augmenter et ça va être un des dangers. Il peut y avoir aussi des milices d'extrême droite qu'on va laisser prospérer. Ça, c'est vrai également. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore dans une situation où il y aurait des milices armées dans les rues de France, puisqu'en fait, l'État fait déjà pas mal le job. Mm. D'accord. Mais bon, mais là, disons que peut-être guerre civile n'est pas le mot adéquat, mais disons qu'il y a possibilité quand même d'affrontement, de tension permanente, entre Ah bah, répression, affrontement. de toute façon, la polarisation,
elle va amener, pour moi, à, disons, assumer de plus en plus une forme d'apartheid racial. Moi, je crois qu'on va vers un apartheid. La France qui était soi-disant le pays alors des droits de l'homme, de l'universalisme, de la démocratie, du creuset républicain, ça c'est fini. Ça, je suis d'accord avec ça. Et donc, il va bien falloir que au niveau de l'État, on puisse gérer cette contradiction qui consiste à la fois à promettre aux masses blanches, disons, la priorité nationale, tout en promettant, c'est ça la contradiction, au patronat d'avoir une main-d'œuvre bon marché à disposition. Donc en fait, l'État français, il ne peut pas se séparer des masses laborieuses indigènes puisqu'il en a besoin pour faire le sale travail, ni plus ni moins. Le patronat en a réellement besoin, c'est la vérité. Donc en fait, les fachos, en fait, ils font une promesse qu'ils ne pourront jamais tenir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas être à la hauteur d'une promesse de blanchité, tout simplement parce qu'il y a des contradictions économiques qui sont très fortes, qui fait que, on l'a vu pendant le Covid, on a besoin des Noirs et des Arabes en France, comme on a besoin des Tamouls, enfin des nouvelles générations d'immigrés qui sont encore moins bien traités que nous, qui d'une certaine manière sommes des immigrés de premier choix, puisque voilà, on est là depuis plusieurs générations, on parle le français, on est des Français d'une certaine manière, alors que il y a des Pakistanais qui sont là, il y a des Tamouls, enfin, il y a des Africains qui sont des primo-arrivants. Et eux, par contre, c'est vraiment, d'une certaine manière, les nouveaux esclaves. Et le patronat français a besoin des nouveaux esclaves. Donc, en réalité, ce que doit faire l'État aujourd'hui, comment dire, de résoudre cette contradiction qui est à la fois, on promet une France blanche, chrétienne, etc., etc., et en même temps, on ne peut pas tenir cette promesse parce qu'il faut des travailleurs quasiment des esclaves. Donc, qu'est-ce que ça peut être le compromis? Qu'est-ce que ça peut être? Comment on résout cette question? Par l'apartheid. Mhm. Alors, on va finir avec la Palestine. Donc, c'est évident que la politique en France a été marquée par cette guerre permanente contre les Palestiniens depuis plusieurs années, mais depuis le 7 octobre, les choses se sont exacerbées à tel point que exprimer la solidarité avec les Palestiniens est devenu très risqué. C'est-à-dire, là, on parle de prison, de procès, etc. Même la nouvelle Oui, loi. Pardon? oui, des poursuites en justice. C'est ça. Et avec la nouvelle loi Yadon, qu'on appelle Yadon, qui parle de nouvelles formes d'antisémitisme, etc. Comment tu expliques cette évolution, même elle est radicale quand même, cette évolution? Bah, pour moi, ça va avec le reflux général de l'Occident. Israël, c'est l'Occident, donc en fait, on resserre les rangs autour du gendarme qui est sur place, qui s'appelle Israël et qui fait le sale travail pour l'ensemble de l'Occident. Donc en fait, cette solidarité, c'est moins une solidarité avec Israël que la défense des intérêts occidentaux. Mhm. Moi, je pense il faut rien. C'est inutile d'être plus cynique que ça. Ça suffit, l'explication se suffit à elle-même. Je veux dire, on soutient ses intérêts, on soutient le camp civilisationnel auquel on pense appartenir, qui est voilà l'Occident civilisé. Voilà. Et puis, c'est ainsi que on, on préserve son hégémonie. Croit-on? Croit-on? Mhm. Ouais. Sach- Mais quand Sachant même. que Sachant qu'évidemment, la question de l'antisémitisme, on le sait, elle est complètement instrumentalisée, que l'Occident n'en a jamais fini avec son antisémitisme, qu'il est toujours profondément antisémite. On voit bien
la manière dont on distingue depuis le 7 octobre entre les bons juifs, entre guillemets, et les mauvais juifs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui adhèrent au projet occidentaliste et au sionisme, qui sont islamophobes, et ceux qui, au contraire, sont antisionistes et qui sont aujourd'hui persécutés en Allemagne et en France. On voit bien que là, on voit bien en tout cas le 7 octobre a montré que les États occidentaux restent profondément antisémites. Nous, les décoloniaux, on ne l'a pas découvert avec le 7 octobre, mais il est temps que la gauche se rende compte. Se rende compte, en fait, du jeu qu'on fait jouer à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Mm. Mais c'est quand même, il y a des retournements quand même spectaculaires où tu as des partis qui sont dans leur ADN antisémite qui deviennent pro-Israël et enfin, ils remplacent l'antisémitisme par l'islamophobie et c'est quand même assez spectaculaire comme Oui, mais là, retournement. c'est la dystopie qu'on est en train de vivre, hein. C'est le renversement de toutes les valeurs, de tous les principes. C'est l'effacement de la réalité, du réel. C'est Mm. l'effacement des rapports de force, c'est l'effacement des structures. En fait, on peut dire tout et son contraire. Un raciste est un antiraciste est un raciste, un antisémite est un anti-antisémite. De vrais négationnistes sont aujourd'hui vus comme des amis des Juifs. Voilà. Bon. L'antifasciste et fasciste, etc. On a l'Occident déchu est en train d'abolir le réel. Mm. On est face à l'abolition du réel. Mm. L'abolition de... Eh ben, merci beaucoup, Julia, c'était très intéressant et j'espère qu'on se reverra une autre fois pour d'autres Par là, sujets. par là. Merci, merci.